Bonsoir madame, bonsoir messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ce plateau de votre émission Point de vue qui reçoit aujourd'hui un jeune médecin, Rodrigue Mwamba. Merci d'être là. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau, un plateau qui est réservé à tout le monde, à toutes les générations. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Je précise, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes médecin, évoluant également dans la politique. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes porte-parole du parti le Centre. Du regroupement politique. Ah oui, le regroupement politique, le Centre. C'est quoi le Centre, finalement? D'abord, merci. Je me sens très honoré d'être invité par vous sur ce grand plateau de la chaîne nationale. Et voilà, si je dois dire le Centre, c'est très important que je le dise ici parce que nous, le concept n'est pas très bien compris dans le public lorsque nous annonçons aux gens que dans la configuration politique qui est la nôtre, il existe un centre. Oui. D'abord, il faudrait comprendre que le centre, de par le monde, a existé ou existe comme un courant de pensée politique, comme une formation politique, et les racines du centrisme sont ancrées très loin dans l'histoire. Mais je ne vais pas faire un cours d'histoire sur le centrisme, je préfère en venir au fait. Et surtout l'expliquer dans notre contexte congolais. Je crois que tout est parti d'une observation de notre configuration politique ou de la scène politique congolaise. C'est que l'on remarque que lorsque nous sommes dans l'opposition, parce que je rappelle que le président du Centre, Germain Kambinga, a commencé sa carrière politique. Oui, que j'ai eu l'honneur de recevoir dans cette émission, plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, dans l'opposition. Lorsque un acteur politique se retrouve dans l'opposition, il a des très belles critiques. En tout cas, la plupart du temps, ces critiques sont d'ailleurs tout à fait pertinentes et représentent même ce que le peuple, dans son ensemble, porte comme critique au pouvoir qui existe. Oui. Alors, quand il est au pouvoir... Quand il est au pouvoir, il y a aussi une autre constante, du moins théorique, c'est que lui, il a remarqué que les démons qui lui avaient été présentés lorsqu'il était dans l'opposition étaient en fait des gens, des Congolais, qui, du moins théoriquement, étaient préoccupés par le fait de trouver des solutions à toutes ces critiques-là qui leur étaient faites à l'opposition. Et finalement, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de divisions? Notre histoire politique, pourquoi est-ce qu'elle a été, je vais dire, caractérisée par autant de divisions entre politiques? Généralement des divisions qui ne sont pas d'ordre idéologique, parce que vous verrez très bien dans notre configuration politique actuelle, ce n'est pas les socialistes qui s'associent forcément avec les socialistes, ni la droite qui s'associe forcément avec la droite. C'est parfois, nous nous agglutinons, où les alliances politiques se forment, parfois autour des individus. Alors, vous avez choisi. C'est ainsi, oui, finalement, que après ce que nous appelons 40 ans de pratique politique radicale, où lorsque vous êtes au pouvoir, c'est un pouvoir absolu, ça c'est l'héritage qui nous a été légué par le maréchal Mobutu, et que lorsque vous êtes dans l'opposition, c'est une opposition radicale. C'est ce que nous lègue le feu Étienne Tshisekedi. Après 40 ans de cette sorte de pratique politique, il fallait, nous estimons, puisque les Congolais restent dans la misère dans laquelle ils sont, avoir une autre offre politique. Une offre politique qui est la synthèse tous les meilleurs que l'on peut trouver dans ceux qui sont à l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Et juger l'idée politique ou la proposition de ceux qui sont au pouvoir, non pas en fonction des individus qui les portent, mais en fonction de leur pertinence. Donc nous avons jugé bon qu'il fallait évoluer vers cette nouvelle offre politique-là à présenter aux Congolais, et nous espérons que les Congolais vont accrocher. Oui, d'accord, docteur Rodrigue, vous avez existé depuis très longtemps, mais j'ai connu le centre dans l'FCC. Le centre n'est pas né dans le FCC. Le centre naît en 2017, ouais. Lorsque Germain Kambinga, d'abord il rentre au gouvernement en 2014, puis en 2017, il crée le centre. Après le MLC, il n'a jamais rejoint notre mouvement politique. Il a tout de suite créé son propre parti, puis après réflexion, avec un certain nombre d'autres Congolais, notamment le pasteur Ngoï Mulunda, et Joseph Bangakia, et l'honorable Aoun Dagba, et tous les autres, ils ont essayé de mettre en place un courant politique de pensée qu'on a appelé le centre.
Et en ce moment-là, c'est très particulier et c'est important de le rappeler, nous sommes dans une période de crise préélectorale. Rappelez-vous, il y avait plusieurs marches, des gens qui étaient dans l'opposition, qui étaient tout à fait absolument opposés au président Kabila à l'époque. Rappelez-vous de la transition sans Kabila, etc. Et du débat autour de la machine à voter. Et nous, dans tout ça, nous avons estimé que ce qu'il fallait de mieux en ce moment-là pour les Congolais, c'est que nous allions aux élections pour mettre fin à cette période tumultueuse. Et pour nous, la formation politique qui était plus à même de pouvoir nous amener aux élections, ou qui voulait aller aux élections à l'époque, c'était le FCC. Nous avions donc fait alliance avec le FCC à l'époque. Mais alors aujourd'hui, on vous trouve où ça? Aujourd'hui, vous avez traversé comme tout le monde? Traverser. Justement, le problème, c'est que le centre, c'est d'abord cette remise en cause de cette dichotomie où l'on veut qu'on soit pour tel ou alors pour tel. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme si, en tant que jeune ou en tant qu'homme politique qui a des capacités intellectuelles, d'analyse, vous ne pouvez pas réfléchir autrement que de rentrer dans ce moule préfabriqué de l'union sacrée du FCC. Donc à partir de ce moment-là, nous rejetons cette idée-là. Et aujourd'hui, puisque nous pensons que les intérêts des Congolais sont ailleurs, nous avons décidé de prendre notre distance avec le FCC. Idéologie? Bon, écoutez, idéologiquement, le FCC, est-ce que c'est organisé idéologiquement? Non, parce que le FCC, c'est une structure de coopération, pas une structure d'intégration. C'est plusieurs regroupements politiques, plusieurs partis politiques, parfois avec des idéologies différentes, qui se sont mises ensemble. C'est la même chose que l'union sacrée. Donc le problème n'est pas du point de vue idéologique, mais simplement nous considérons que le centre se positionne comme une réponse lorsqu'il y a dans la société une exacerbation des oppositions. Et la question qui nous a poussé aujourd'hui à nous distancer du FCC, c'est la question sur le processus électoral et le choix des animateurs de la CENI. Nous ne sommes pas d'accord sur la façon... Très bien, mais alors quelle est votre conception en ce qui concerne la composition du bureau de la CENI aujourd'hui? C'est très simple. D'abord, il faut reconnaître que la conception, je vais dire le choix des animateurs de la CENI, lorsqu'il est amorcé à la fois par les regroupements, par les partis politiques, les composantes politiques et ceux de la société civile, notamment en ce qui concerne le président de la CENI, il y a eu beaucoup à boire et à manger. Ouais. Et le travail est arrivé à l'Assemblée nationale. Notre position à nous était qu'il fallait absolument tenir compte des critiques qui étaient faites à l'endroit des animateurs qui étaient choisis. Mais à partir du moment où le président de la République, qui est dans ses prérogatives, signe une ordonnance qui investit les membres de la CENI. À partir du moment où la Cour constitutionnelle prend acte de leur prestation de serment, ces gens ou ces acteurs, ces animateurs de la CENI cessent d'être tributaires de leurs composantes qui les ont choisis. Ils sont théoriquement... Même si le processus n'a pas été régulier, comme on l'a dit. Permettez-moi de finir. Oui, justement. On comprend, le chef de l'État a déjà signé, la justice a déjà tranché, mais en amont, il y a trop de choses, vous savez, c'est le point de vue des catholiques, des protestants, exactement. Et même de ceux qu'on appelle le Front patriotique aujourd'hui. Exactement. Oui. Mais voyez-vous, quelles sont leurs réclamations? Peut-être sur la procédure. Et la procédure, personne ne l'a réellement respectée. Que ce soit les catholiques, les SCC ou l'autre bloc des 6, personne n'a réellement respecté leur propre charte lorsqu'on en entre dedans. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre débat. Pour nous, que représentent les élections? Parce que pour nous, le plus important, c'est les élections de 2023. Oui. Et les critiques qui sont faites sur l'équipe Kadima ne sont pas des critiques adressées aux personnes. Tout le monde reconnaît les qualités et les compétences de ces gens-là. Personne ne les remet en cause. Peut-être les méthodes, ou je vais dire la manière dont ils ont été désignés. Mais pour nous, le plus important, c'est que les élections de 2023, aux yeux des Congolais, représentent un moment important. Et l'enjeu des élections de 2023, c'est la transparence. Parce que pour nous, les élections, les 3 cycles électoraux qui sont passés, ont certainement répondu à leurs enjeux. Le premier, l'enjeu des élections de 2006, malgré toutes les critiques qu'on peut faire là-dessus, les élections de 2006 avaient comme enjeu principal que nous puissions élire pour la première fois dans ce pays un président que les Congolais se sont choisis eux-mêmes au travers des élections. Donc, alors, permettez-moi, parce que c'est important que je finisse ça. En 2018, l'enjeu, c'était qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État. Ça n'était jamais arrivé. Et
cerise sur le gâteau, on a même eu une alternative parce que c'est un opposant qui arrive au pouvoir. En 2023, pour nous, l'enjeu, c'est la transparence. Parce que s'il y a des critiques qui sont restées constantes sur les 3 cycles électoraux passés, c'est la transparence. Donc pour nous, comme la personne de Kadima n'est pas remise en question, le plus important aujourd'hui, c'est de créer des conditions autour de l'équipe Kadima pour mettre en confiance tous les acteurs qui vont participer aux élections et créer et garantir donc la transparence. Mais quand on dit qu'il est proche du chef de l'État et tout ça, puis et la conséquence, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les marches, les sit-ins qu'on sort, mais vous dites que ce n'est pas sa personne qui pose problème? Non, mais le problème, quand je parle de sa personne, je parle de ses propres compétences qui ne sont pas remises en question. Oui, les compétences, mais oui. Nous disons que aujourd'hui, avec la formation du fameux du bloc patriotique, tout ce jeu de ping-pong qu'on se renvoie, il est proche du chef de l'État, il n'est pas proche du chef de l'État, les autres retorquent. Ça ressemble plus à ce débat que nous avions eu, ou ce conflit, ce débat que nous avions eu en 2017-2018 sur la machine à voter. Il faut aller avec la machine à voter ou il ne faut pas aller avec la machine à voter. La vérité, nous la connaissons tous. La machine à voter est restée et personne aujourd'hui ne remet en cause la machine à voter. Tous ceux qui sont allés aux élections avec ou sans machine à voter, personne ne remet en cause la machine à voter. Voyez-vous? Donc nous pensons que, à combien plus forte raison pour l'équipe Kadima, ils sont réputés indépendants à partir du moment où ils ont prêté serment, le chef de l'État les investit, ils prêtent serment devant la Cour constitutionnelle. Donc à partir de ce moment-là, ni le président de la République, ni la justice ne peut les démettre. Parce qu'ils sont indépendants. Donc je comprends bien. Aller dans une logique où se recroqueviller dans des radicalismes, comme le fait aujourd'hui le bloc patriotique, nous pensons que ce n'est pas cela la solution. Donc vous n'avez pas été dans la marche avec eux? Nous n'avons pas voulu assister à cette marche-là pour la simple raison, parce que nous étions au FCC. Ni dans les sit-ins qui devraient avoir lieu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous étions au FCC. Et au FCC, nous avions dit que le FCC, c'est la principale force d'opposition. Comme c'est la principale force d'opposition, elle n'a pas vocation à aller à la traîne ou à la remorque, ou être remorquée par la Mouka, qui représente plutôt une force plutôt minoritaire. En levant l'option d'aller derrière la Mouka pour mobiliser la population, nous avons dit que le FCC a commis une erreur stratégique. Mais nous ne sommes pas contre les marches, ni contre les sit-ins. C'est une expression démocratique garantie par l'opposition. Mais simplement, nous n'étions pas d'accord avec l'option stratégique levée par le FCC, d'autant plus que l'équipe qui a décidé cela ne nous a pas intéressés. Donc, pour vous, le Front patriotique, c'est un regroupement vraiment qui n'a pas d'avenir ou qui n'a pas d'essence? Non. Contre nature, comme on dit. Non, vous savez, le bloc patriotique va peut-être nous aider à expliquer aux Congolais que parfois les alliances politiques sont dictées par des impératifs conjoncturels. Ouais. Parce que vous savez, nous autres, nous avons été, quand je dis nous, le centre, son président, combien de colibés nous n'avons pas eu à partir du moment où Germain Kambinga quitte le MLC pour aller au gouvernement et un jour faire son propre parti, il a été victime de beaucoup de colibés. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que des acteurs politiques, il y a à peine quelques mois, on ne pouvait jamais imaginer qu'ils seraient en alliance. Je cite, permettez-moi de le faire, le président de la Mouka, Fayoulou, et le président du FCC, Joseph Kabila. Mais qui aurait imaginé qu'ils seraient un jour en alliance? Mais on comprend très bien que les alliances politiques sont parfois guidées par des impératifs conjoncturels et que cette conception, ces colibés que nous avions subis, on avait vu ça, n'ont pas eu raison. On a vu ça avec l'UDPS, l'UNC on a vu avec l'UDPS qui pouvait imaginer dans ce pays à peine 3-4 ans que l'UDPS pouvait s'allier avec le PPRD dans une même alliance gouvernementale. C'était inimaginable. Donc nous pensons qu'à partir du moment où des hommes politiques font des choix stratégiques, il faudra arrêter de critiquer, ou je veux dire, de les traiter qui font la transhumance, qui sont des intérêts guidés par le ventre. Non, ce sont parfois pas des ennemis. Exactement. Ce sont parfois des impératifs tout à fait conjoncturels qui les obligent parfois d'être en coalition en ce moment-là de l'histoire. Alors, catholiques, protestants, plus bloc patriotique, dans un bloc, est-ce que nous allons vers les élections paisibles, inclusives, avec tout ça?
Voilà ça commence comme ça aujourd'hui. Voilà notre position. Malheureusement, on ne peut pas avoir des élections paisibles à partir du moment où nous avons des contestations permanentes. Ça commence déjà. Justement. Et je pense que lorsqu'il y a des contestations, nos institutions sont fragilisées et nous entretenons le sous-développement. Parce que voyez-vous, le moteur du développement, nous le disons, ce n'est pas que la démocratie, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas démocratiques, mais qui sont très avancés. La Chine en est un exemple. Mais il y a une constante dans les pays qui se développent ou en voie de développement, c'est la stabilité institutionnelle. Et nous disons que des élections qui sont faites dans la contestation, parce que la contestation préélectorale aboutira nécessairement à la contestation post-électorale et donc à les institutions qui sont issues de ces élections seront instables. C'est pourquoi nous pensons qu'il est maintenant de la responsabilité, c'est un appel que nous faisons au chef de l'État, de tendre l'oreille à ces contestataires. Parce que je ne pense pas qu'il y a un camp qui détient le monopole de la vérité. Et qu'il faut absolument tendre l'oreille. Parce que comme nous l'avons dit, le plus important, c'est qu'en 2023, la transparence soit garantie. Parce que les élections sont un moment où tout le pouvoir est mis entre les mains du peuple. Et ce n'est que lui qui doit décider. Parce que le pouvoir, il n'appartiendra pas à un camp politique. Il appartiendra au peuple. C'est lui qui devra décider. Et donc, il faut créer autour de l'équipe Kadima des conditions de confiance pour garantir la transparence. Le chef de l'État l'avait dit lui-même. Il voudrait qu'il y ait des élections où les opposants n'auront rien à redire sur les résultats qui seront proclamés. Maintenant, je pense qu'il faut créer les conditions autour de ça, notamment autour de la loi électorale, la surveillance citoyenne. Ce sont là des pistes à exploiter pour pouvoir garantir la confiance autour de l'équipe Kadima et aussi la transparence des élections de 2020. Alors, Maître Rodrigue, il faut passer également par les élections et l'identification comme préalable à ces élections 2023 ? Il faut avoir le courage lorsque nous voulons... c'est impératif. Lorsque nous voulons passer par là, il faut avoir le courage d'annoncer aux Congolais qu'il n'y aura pas élection 2023. Tout simplement parce que lorsque vous suivez ce que les experts de l'ONIP ont dit, on ne peut pas organiser, conditionner les élections par le recensement de la population sans passer les délais de 2023. Voyez-vous, il faut avoir le courage de le dire, tout comme aussi si nous voulons réellement, parce que lorsque vous entendez, vu ce que les revendications que vous entendez du bloc patriotique, parce que lorsqu'il marche à la fin, il demande qu'il y ait un dialogue politique. Dans cette optique-là aussi, il faut comprendre que nous hypothéquons les élections de 2023. Il faut avoir le courage de le dire. Si nous voulons un dialogue politique, dans le format que nous connaissons au Congo. Si nous voulons passer par le recensement, avec toutes les contraintes techniques, et d'ailleurs notre pays c'est un sous-continent, eh bien, ayons le courage de dire aux Congolais, écoutez, il n'y aura pas élection 2023, supportons, mettons de l'ordre dans la maison, et puis nous allons les organiser un peu plus tard. Mais si nous ne voulons pas... En passant par une transition, vous voulez dire ? En tout cas, il y aura certainement, les formules ne manquent pas au Congo pour pouvoir organiser ces périodes-là d'incertitude. Les formules ne manquent pas. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument que les politiciens aient le courage de le dire au peuple. Une transition de laquelle tout le monde se trouverait autour de la casserole. Et nous savons ce que ça a toujours donné, malheureusement. Donc nous pensons que si nous voulons aller aux élections, nous devons plutôt capitaliser les avancées qui ont été faites, d'abord autour de l'équipe Kadima, et que l'opposition puisse compléter, parce que l'équipe est incomplète. Mais le plus important, c'est de créer les conditions où tout le monde est confiant, où tout le monde a un œil, où tout le monde a la capacité de surveiller ce qui se passe. Et j'ajouterais même, il faut que les animateurs de la CENI soient rendus, puissent rendre des comptes sur la gestion qu'ils vont faire demain. Vous voyez, pour justement pallier aux critiques qu'il y a eu sur les 6 cycles électoraux passés. Alors, enfin, j'ai tendance à vous appeler bête alors que vous êtes docteur. Alors, docteur Rodrigue, pendant que nous parlons élection, il y a également un problème qui se pose. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il faut nécessairement passer par le recensement, s'il faut passer par le recensement. Mais il y a également une épine sous les pieds de la République, c'est l'état d'insécurité dans l'Est. Vous savez que nous sommes en état d'urgence à travers 2 provinces, l'Ituri et le Nord Kivu. Alors, cet état de siège a fait parler de lui dans tous les sens. Beaucoup de voix se sont levées
pour les uns, il faut y mettre fin, pour les autres, il faut continuer, comme le chef de l'État avait dit, tout ça. Quelle est la position du centre à ces propos-là? La position du centre est simple. Je pense que l'état de siège, c'est d'abord une affaire de patriotisme. Voyez-vous, nous avons observé les États-Unis. Lorsqu'ils sont attaqués en 2001, les deux tours jumelles sont tombées. Le président de la République à l'époque prend des mesures exceptionnelles pour le Patriot Act, qui réduisent les libertés individuelles des Américains. Et on connaît tous ce que Tocqueville dit sur l'amour, l'attachement des Américains à leurs libertés individuelles. Mais voyez, ils ont accepté le Patriot Act par patriotisme, parce que la nation était en péril. Et donc nous pensons que la question de l'état de siège, notre nation est en guerre. Notre nation, il y a des femmes, des hommes qui sont massacrés à l'est du pays. Et l'état de siège ne doit pas faire l'objet d'un débat de politique politicienne. Tout le monde devrait regarder dans la même direction. Tout le monde devrait, en principe, regarder dans la même direction. Mais ça ne veut pas dire que nous acceptons bêtement et de manière aveugle. C'est pourquoi nous avions, nous, demandé à l'Assemblée nationale de pouvoir faire le travail d'évaluation. Et je crois que c'est un travail qui est en train d'être fait. Toutes les critiques qui ont été relevées, notamment sur le financement, sur la planification stratégique, nous pensons que c'est au gouvernement d'implémenter sa stratégie avec l'armée pour pouvoir renforcer l'état de siège. Oui, d'accord, mais il ne s'agit pas... Vous parlez de l'Assemblée nationale, vous savez qu'à un certain moment, les députés de l'Est ont fait de boycotter les séances, puisqu'ils tenaient coûte que coûte qu'on puisse mettre fin à cet état de siège. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Heureusement qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Enfin. Mais dites-moi, que ce soit ces députés ou d'autres qui critiquent l'état de siège, qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Rien du tout. Donc il ne faudrait pas faire de la politique politicienne autour de l'état de siège. On a beau être opposant au régime actuel, mais excusez-moi, ici c'est une question de patriotisme, ce n'est pas une question de politique politicienne. Donc notre position, elle est claire. Il faut que l'état de siège continue, bien entendu, tenir compte des critiques des députés, des critiques de tous ceux qui sont... des observations. Exactement, toutes ces observations, mais il faut absolument mettre fin à l'insécurité à l'Est. C'est un impératif que personne au Congo ne peut se dérober. Voilà, donc c'est bien dit, on comprend la position du regroupement Le Centre. Et alors, et pendant ce temps également, puisque nous sommes dans une période préélectorale, donc c'est déjà dans une année ou une année et demie, il faut parler du social de la population congolaise aujourd'hui. Mais ce qui fait le grand bruit aujourd'hui, c'est la situation de ces projets phares du chef de l'État, à savoir la gratuité de l'enseignement. Plus d'un mois, les enfants ne sont pas partis à l'école. Il y a eu des concertations qui venaient de se tenir dans le Congo central, le banc central, le gouvernement, les parents et les autres. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que la gratuité est mise en mal, qu'elle a du mal à pouvoir avancer depuis qu'elle a été instituée? La gratuité de l'enseignement est une mesure formidable. Et d'aucuns vous diront que c'est même une mesure, une obligation constitutionnelle. Et donc personne ne peut être contre la gratuité en réalité. Mais le problème, c'est sa mise en œuvre. Comment est-ce qu'elle a été mise en œuvre? Moi, je pense qu'en septembre 2019, il y a eu les états généraux de l'EPST qui ont posé un certain nombre de conditions avant la mise en œuvre de la gratuité. Elle coûtait environ 1,5 milliard de dollars annuellement pour la réussir. Ou même un peu plus d'ailleurs. Et même un peu plus, hein, si je dois peut-être mettre sur mes chiffres. Autour de 2 milliards. Voilà. Et il fallait absolument, les recommandations notamment, il fallait créer même une taxe pour pouvoir la financer, cette gratuité de l'enseignement. Mais nous avons assisté que le gouvernement n'a pas tenu compte de ces observations-là. Et le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui, dans la situation que nous sommes, ces discussions qui se tiennent avec les bandes syndicales des enseignants arrivent un peu tardivement. Ce sont des discussions, le gouvernement aurait dû faire commencer par cas
des recommandations qui avaient été faites par les États généraux de l'EPST. Et c'est regrettable parce que finalement, c'est bien de dire qu'il y a 4 millions d'élèves qui rentrent dans le système, dans les circuits éducationnels qui étaient exclus, etc. Mais après, c'est la qualité de tout, de tout l'enseignement au Congo qui est mise à mal. Donc à partir de ce moment-là, nous exhortons le gouvernement à très vite revenir à la raison, hein, à écouter un peu plus les syndicats des enseignants et tous les acteurs impliqués dans l'éducation nationale pour pouvoir implémenter l'éducation nationale. Mais bien entendu, il n'est pas question pour nous que nous revenions en arrière. Donc il n'est pas tard, en arrêtant. Mais alors, si je comprends bien, ce n'est pas seulement la condition de l'enseignant qui compte, mais également la qualité de l'enseignement. Exactement. Est-ce que, bien que l'enseignant soit payé aujourd'hui, est-ce que cela suffit? C'est une condition sine qua non pour améliorer la qualité? Bien entendu que non. Parce que l'éducation, ce n'est pas que les enseignants. Oui. L'éducation, on voit très bien dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu la chance d'exercer la médecine au village. Les écoles au village ne ressemblent à rien. Il y a des enfants qui étudient à même le sol. L'éducation, c'est aussi cela. C'est aussi l'investissement. Sur les paillotes. Justement, l'éducation, la gratuité de l'enseignement, c'est aussi l'investissement dans les infrastructures, dans les manuels scolaires. Et ça, nous sommes encore très loin de ce compte-là. Donc il faudrait absolument repenser la façon dont la gratuité de l'enseignement est mise en pratique. Voilà. Donc, je pense que c'est cela la recommandation que nous ferons. Il faut les États généraux. Non, d'abord il faudrait revenir. Oui. Aux recommandations des États généraux de 2019. Mais au-delà, parce qu'il faut d'abord sauver l'année scolaire actuelle. Donc ces discussions doivent... C'est ce qui est fait d'ailleurs. Justement, il faudrait sauver cette année scolaire. Donc les États généraux, bien entendu, c'est aussi notre proposition. Je l'ai dit dans des plateaux de télévision. Il faut revenir aux États généraux de l'EPST. Il faut absolument se revoir, parler des sources de tension entre ceux qui assurent l'enseignement, c'est-à-dire les enseignants et le gouvernement, pour trouver les solutions idoines, mais aussi pour veiller à ce que la qualité de l'enseignement ne puisse pas régresser. Parce que la gratuité signifie des salles bondées, avec moins d'enseignants, donc la qualité, elle aussi, elle est remise en cause. Donc qu'est-ce que le gouvernement, et nous, on aimerait voir ça avec le projet de budget qui est discuté à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour justement investir dans les infrastructures, pas que les salaires, mais les infrastructures scolaires au travers du pays. Ça, c'est très important. Oui, infrastructures matérielles et consoles. Exactement. Alors, tout ça sont des problèmes qui se posent. En fait, ce sont des défis avant l'année 2023, une année essentiellement électorale. Mais ces élections, on ne peut pas y arriver, en fait, sans moyens. Or, les moyens aujourd'hui sont grignotés par ce qu'on appelle la corruption. La corruption, ça, c'est un mal qui gangrène notre pays depuis très longtemps maintenant, et c'est bien malheureux. Et nous aimerions saluer le travail qui est fait en interne par l'inspection générale des finances. On voit bien qu'il y a une meilleure mobilisation des fonds, des recettes de l'État. D'ailleurs, le gouvernement a fait état d'une mobilisation à 100% de toutes les prévisions qu'il y avait pour le budget 2021, ce qui sont des choses à applaudir. Mais nous pensons que la justice doit suivre le pas. La justice doit faire son travail pour essayer, de manière soit préventive, soit répressive, de lutter aussi contre la corruption. Et ça ne doit pas faire l'objet d'une manipulation politicienne. C'est-à-dire, l'action de la justice ne doit pas être indifférente, doit être indifférenciée selon que les justiciables sont dans tel ou tel autre bord politique. Nous insistons là-dessus parce que... Dans tout ça, nous mettons le détournement. Vous avez suivi, ou vous suivez, comme tout le monde, le rebondissement de cette histoire qu'on appelle Congo Dup et consorts. Comment vous avez analysé ça au niveau du centre? D'abord, au niveau du centre et à mon niveau personnel, en tant que jeune acteur politique, je pense que l'image que les Congolais ont des hommes politiques doit être améliorée. Et elle peut être améliorée que lorsque la vie politique est moralisée. Mais de notre côté, je suis jeune Congolais, intellectuel congolais, qui comprend très bien les enjeux qu'il y a dans le monde. Et je pense que nous n'avons pas besoin, en tant que Congolais, que des médias internationaux viennent nous dicter notre conduite. Parce que nous savons très bien comment, par le passé, un certain nombre, dans beaucoup d'autres pays, et même chez nous,
comment est-ce que ces médias peuvent être au service d'autres intérêts qui nous dépassent, qui ne sont pas forcément nos propres intérêts. Donc à partir de ce moment-là, je pense que nous devons être, nous, en tant que Congolais, discerner ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes un pays sous-développé, il ne faut pas se cacher la face, un pays qui sort d'une longue période de dictature, un pays qui est en train de construire sa trajectoire démocratique. Il ne faudrait pas que les symboles de la construction de notre démocratie soient remis en cause. Et ça, parfois, ça a un prix il y a un prix à payer pour ça, pour la construction démocratique. Les symboles de notre démocratie, les symboles de notre alternance, de notre avancée démocratique doivent être préservés. Et cela au détriment, parfois, bien entendu, des conseils qui paraissent soudainement bienveillants de nos amis médias internationaux. Donc il faut faire très attention. Et il faut bannir également un autre fléau que le tribalisme. Puisque quand nous parlons des élections aujourd'hui, vous savez que 80% de la population congolaise vote sur base des critères tribaux. Vous savez, la question de tribalisme, oui, malheureusement, elle est parfois entretenue par certains acteurs politiques. Et c'est ça qui est déplorable. Et la question, justement, c'est, lorsque vous m'avez parlé de l'état de siège, j'aurais dû le dire au début, mais la guerre ou l'insécurité à l'Est, elle est aussi entretenue par ce tribalisme, ces divisions intercommunautaires. Et pour ça, nous avions fait un appel au chef de l'État pour lui dire que le président, lorsqu'il prêtait serment en janvier 2019, il avait annoncé quelque chose de très important, c'est qu'il allait organiser un forum sur la réconciliation nationale et la paix. Et dernièrement, le Conseil des ministres en a adopté les termes de référence. Donc nous pensons qu'il est très important aujourd'hui de réconcilier les Congolais, surtout dans une période préélectorale comme celle-ci, parce que les élections, vous le savez, c'est aussi un moment d'exacerbation de tous ces conflits, de tous ces foyers dormants de tension qu'il y a dans notre pays. Et donc il faut réconcilier le Congolais. Il faut réconcilier le Congolais à la base, pas seulement un forum politicien, mais un forum de la société civile pour réconcilier les communautés à l'Est, pour que les Congolais qui aujourd'hui se regardent en chien de faïence, il suffit de marcher dans les rues de Kinshasa. Moi, parfois, en allant vers la Tchangou, j'observe les gens qui sont en train de rentrer. Il y en a qui sont à pied, il y en a qui sont sur des motos. Si vous entendez ce qu'ils se disent, vous vous rendez compte que les Congolais se haïssent. Donc c'est important que nous puissions absolument réconcilier les Congolais. Ça passe par l'éducation des politiciens aussi. C'est aussi une responsabilité des politiciens. Mais le président de la République, nous lui demandons d'organiser ce forum. Justement, mais en tant que politicien chargé également de l'éducation des masses, qu'est-ce que vous en faites exactement? Mais justement, quand vous entendez des propos comme ça, nous les condamnons, effectivement. Mais vous lisez, surtout dans les réseaux sociaux. Pas seulement dans les réseaux sociaux, mais nous les vivons. Vous voyez, cela est en train d'être ancré même dans les couches les plus basiques de notre société. Et c'est ça qui est dangereux et malheureux. Et que lorsque nous aurons élection en 2023, ne soyez pas étonnés d'entendre qu'il y a des Congolais qui s'entretuent. Et ça, c'est dangereux. Nous ne pouvons pas rester assis sur un tel foyer et constater les dégâts plus tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Et la première responsabilité, elle appartient aux institutions de la République. Le président de la République, on a déjà adopté les termes de référence de ce forum. Il faut l'organiser. Et les politiciens, les ONG, les églises? Ah oui, exactement. C'est pourquoi nous disons qu'il faut associer tout ce monde-là. Ça ne doit pas être qu'un forum politicien. Il faut que la société civile, les chefs coutumiers, que tous ces acteurs de la société civile soient associés pour réconcilier le Congolais. C'est très important. Pour vous, docteur Rodrigue, ce regain de tribalisme est dû à quoi exactement? Je pense que le moteur principal, c'est les acteurs politiques, qui très souvent ont tendance, lorsque ils n'ont pas un accord, ou alors ils n'ont pas de gain de prébende, ils perdent des prébendes politiciennes, se recroquevillent très vite dans un discours identitaire et tribaliste. Et ça, c'est malheureux. Et je pense qu'il faudrait absolument que la justice veille là-dessus. Mais encore une fois, je dis que le tribalisme, il est aussi né parfois des injustices sociales. Des injustices, lorsqu'on organise des élections, par exemple, que certains estiment, à tort ou à raison, que ces résultats ne sont pas corrects. Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Certains estiment qu'on leur a volé leur victoire, etc. Donc nous pensons, effectivement,
que le moteur du tribalisme aujourd'hui, c'est la politique. Et qu'il faut absolument réconcilier les Congolais. Ça, c'est très important. Bon, alors, docteur, je crois que nous avons encore quelques 8 minutes. Mais voilà. Alors, j'étais en train de parler à quelqu'un, mais au fait, cette instabilité que nous connaissons, avec tout ce qui se passe dans l'Est, il risque d'ailleurs d'avoir de l'influence sur les élections en 2023. Est-ce que nous devons, si vous voulez, approcher beaucoup plus nos voisins, les voisins de la RDC, ceux de l'Est? Je vais parler de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, puisque tout commence de ce côté-là. Oui, je crois que nous connaissons tous l'histoire de l'instabilité de l'Est, avec l'afflux des réfugiés rwandais qui fuyaient une possible répression du nouveau pouvoir après le génocide des Tutsis. Oui. Et ces réfugiés sont arrivés avec armes et munitions, malheureusement, parmi eux. Il n'y avait pas que des civils. Et depuis, la situation à l'Est de notre pays est celle qu'elle est. Elle est catastrophique. Oui, je pense que nos voisins rwandais, burundais, ougandais ne sont pas que le problème. Ils font partie aussi de la solution. Mais je pense qu'entre amis, lorsqu'on veut construire la paix, il faut identifier les sources de tension, clairement. Je pense qu'on ne peut pas, nous, faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire ne pas évoquer avec eux les sujets qui fâchent, les sources de tension. Parce que des rapports de l'ONU existent où ces pouvoirs-là soutiennent un certain nombre de groupes qui déstabilisent l'Est de notre pays. Il faut absolument mettre ces questions-là sur la table. Nous, on veut bien qu'il y ait cette intégration régionale, parce que c'est aussi une partie de la solution à la crise de l'Est. Mais à partir du moment où les questions qui fâchent, je parle de la responsabilité de ces pays-là dans toutes les atrocités qu'il y a eu à l'Est du pays. Il y a le rapport Mapping qui est cité. Je pense que un certain nombre de nos voisins sont dans le déni de leurs responsabilités. Ces questions-là doivent être mises sur la table. Ces questions-là doivent être discutées haut et fort et non pas être discutées sous la table. Donc ça, c'est notre position. Nous pensons que oui, il faut l'intégration, mais l'intégration pas sans la justice, l'intégration pas sans les dire, les identifier clairement où sont les sources de tension. Et les rapports, ils existent, la vérité, elle est connue. Justement, actuellement, d'ailleurs, avec la résurrection du M23, qu'on croyait définitivement oublié. Effectivement. Alors que c'est des gens qui s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Effectivement, justement. Donc, ce sont des vérités qui, nous estimons que le gouvernement de la République doit faire plus que ce qu'il fait. Hein, l'intégration veut aussi dire... vous savez, si la France et l'Allemagne se sont réconciliées, c'est parce qu'il y a eu le procès de Nuremberg, notamment. C'est parce que les responsabilités ont été établies et que les coupables avaient été punis. Donc je pense que la paix à l'Est est impossible si le processus de détermination de responsabilité n'est pas entamé et achevé. C'est difficile de mettre la paix à l'Est. Le budget dans tout ça, il faut des moyens pour organiser les élections. Il faut des moyens pour mettre fin à la guerre. Il faut des moyens pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Alors, il est en discussion actuellement au niveau du Parlement. On parle de 10 milliards comme budget aujourd'hui. Mais enfin, à quoi devrait-on accorder beaucoup de priorités? Bon, d'abord en termes de priorité, moi j'aimerais, avant d'y arriver, dire que le budget qui est annoncé de 10 milliards, c'est vrai que c'est une grosse avancée. Et nous pensons qu'il nous inspire personnellement, et au centre, il nous inspire d'abord de l'optimisme, mais aussi de la prudence. De l'optimisme parce que, comparativement au budget passé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on annonce un budget à 10 milliards, 11 milliards, mais comparativement aux années passées, cette année, le gouvernement l'a annoncé, nous avons atteint 100% de mobilisation des recettes qui étaient assignées. Je pense que c'est un motif d'optimisme. Et que nous n'avons pas les critiques de la Banque mondiale et du FMI. Ce sont eux qui ont critiqué le budget passé, qui était à 11 ou 10 milliards, hein, le budget 2020, si je ne m'abuse. Donc c'est à partir du moment où ces éléments-là n'existent pas, il y a donc pour nous de l'optimisme à avoir. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'éclaircir les
les réformes qu'ils vont entreprendre pour d'abord mobiliser les recettes en question, mais puisque le budget de 10 milliards, tout le monde imagine que pour le Grand Congo, c'est complètement insuffisant, il est même modique. Mais quelles sont les réformes que le gouvernement y fera pour accroître les recettes du Congo, pour justement réformer les réformes fiscales qu'il faudra faire. On nous parle d'ailleurs d'un nombre insuffisant des personnes imposables qui payent réellement l'impôt par rapport à ceux qui sont normalement enregistrés. Donc quelle est la politique du gouvernement pour élargir l'assiette fiscale, pour maximiser les recettes? Je pense qu'à partir à ce niveau-là, le gouvernement de Samalou Kondé ne nous a pas donné plus de précision et nous lui demandons, lui, un peu de faire les réformes, un peu à l'image de ce qui avait été fait sur la TVA à 16%. Voilà, ce sont ces genres de réformes que nous attendons du gouvernement, mais nous n'avons pas encore. S'ils existent, il faut les vulgariser, mais le Congolais lambda ne les connaît pas. Rodrigue Mwamba, on a terminé cette émission. Alors, comment vous voyez, comment le regroupement du centre voit l'avenir politique de ces pays? Non, je pense que le centre, c'est l'un des regroupements qui reste totalement positif et optimiste, mais aussi confiant dans la sagesse des Congolais, la sagesse bantoue des Congolais. Et à chaque fois, vous verrez, hein, dans le cours de notre histoire, à chaque fois que les tensions sont arrivées à leur plus grande exacerbation, les Congolais ont toujours eu le génie de trouver des solutions. Et je rappellerai ici la période de 2001-2002 où ce pays était dans un conflit qui menaçait même son intégrité nationale. On a vu les enfants du Congo à l'époque se mettre autour d'une table, mettre à part leurs divergences et trouver des solutions pour sauver le Congo. Donc nous pensons qu'encore une fois, et nous en appelons d'ailleurs à ce génie congolais, de faire un sursaut patriotique pour sauver le Congo. Nous en avons besoin. Merci Rodrigue Mwamba. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je crois que ce n'est pas la dernière fois, on aura encore besoin de vous. Merci parce qu'on a découvert en vous des qualités politiques en fait, qui portent et qui pourraient apporter d'ailleurs beaucoup de choses dans l'avenir de ces pays. Madame, messieurs, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis.